Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints en direct sur Facebook Live, YouTube ou peut-être même sur le site du Collège des Bernardins. Je m'appelle Barbara Chazelle, je suis journaliste, je suis très honorée d'être là ce soir pour modérer ce débat qui s'inscrit dans le projet global du Collège des Bernardins, à savoir interroger les grands sujets de notre temps avec les experts, les spécialistes, dans une approche pluridisciplinaire. Et je vais tout de suite donner la parole à Gemma Serrano, qui est théologienne et qui est aussi co-directrice du cycle Humanisme numérique. Et peut-être, Gemma, si vous pouvez nous resituer le cadre de ce débat et de ce cycle. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Notre programme parle des questions éthiques qui se posent dans des applications de l'informatique affective. Ce que nous, on cherche de faire, c'est de partir des cas concrets et ne pas faire des réflexions de science-fiction sur ce qui va venir, mais de travailler vraiment avec des informaticiens, des ingénieurs, mais aussi des philosophes, des théologiens, sur ce qui est en train de se construire et de réfléchir les enjeux philosophiques, théologiques, existentiels que ces questions posent. Gemma. Donc ce soir, on aurait dû être 4 intervenants. Malheureusement, Laurence de Villers ne pourra pas être parmi nous ce soir. Nous le regrettons, nous lui souhaitons un bon rétablissement. Mais nous avons avec nous Nicolas Demassieux, vous êtes directeur de la recherche chez Orange, et Alexei Grimbaum, vous êtes membre du Comité national pilote d'éthique du numérique. Ce soir, nous allons parler des agents conversationnels. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de cette nouvelle forme de présence qu'on a à domicile ou dans nos poches. Et nous allons commencer juste par un cas d'étude. Chez Orange, vous venez de lancer un assistant vocal qui s'appelle Jingo. On aimerait comprendre comment ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est qu'un agent conversationnel ? Oui, alors, un agent conversationnel, j'étais un peu provocateur, c'est ni intelligent, ni vraiment conversationnel, aujourd'hui. Au départ, la première chose que fait cet agent, c'est reconnaître votre énoncé, donc il reconnaît la parole. Il va interpréter votre intention. Votre intention, ça peut être de poser une question pour avoir une réponse ou de faire une action. Par exemple, Jingo allume la télé, change de chaîne, donc là on est dans l'action. Ou ça peut être quel est le président de la République. Et déjà là, ce n'est pas une question simple parce que de la République française ou de quel pays. Donc là, on rentrerait dans la conversation, même si naturellement, on répondrait spontanément Emmanuel Macron parce qu'on est en France. Donc partant de ça, ensuite, on essaye de trouver une réponse appropriée à votre question. Donc en général, on va chercher ça dans une base de connaissances qui est plus ou moins étendue et qui dépend du domaine. Si c'est Jingo pour gérer votre compte bancaire, eh bien la base de connaissances, c'est comment on gère un compte bancaire, comment on ouvre un compte, comment on le ferme, et on répond donc à votre question. Donc c'est très très basique et on le fait, soit il y a vraiment deux grandes modalités, c'est ce qu'on appelle un moteur de questions-réponses. Vous posez une question, on essaie de déterminer votre intention et on vous apporte la réponse qui paraît au système la plus appropriée. Et puis il y a ce qu'on appelle des systèmes un peu plus dialogants, où on a scripté à l'avance toutes sortes de possibilités de dialogue, et on essaie de comprendre où vous en êtes dans le dialogue, typiquement ouvrir un compte en banque, et là on vous ramène à des choses très très scriptées, donc c'est pas vraiment une conversation au sens classique voilà, on parle de la pluie et du beau temps. Donc ce qui est en production aujourd'hui, c'est ça. Alors, ce qu'il y a de nouveau quand même avec ces agents conversationnels, notamment vocaux, c'est qu'on a enlevé l'interface que l'on connaît tous, à savoir l'écran avec laquelle on intervenait avec le tactile et l'optique. Là, on passe par la voix, par l'ouïe. Qu'est-ce que ça change ? Alors c'est très simple. On demande tout simplement aux utilisateurs, donc là on a plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, puis on a aussi demandé et regardé avec nos chercheurs en sociologie, ils ont regardé les 12 000 commentaires que des utilisateurs de Alexa par exemple ont écrits, hein. Donc on a analysé tout ça, et en gros ce qui ressort c'est pratique, c'est-à-dire que je suis main libre, je suis en train de faire la cuisine, je pose une question, j'ai la réponse, donc ça c'est vraiment basique. Des choses un peu plus anecdotiques mais très importantes, Jingo, vous pouvez l'utiliser soit sur un haut-parleur que vous achetez,
soit à travers une télécommande qui, par ailleurs, a un petit microphone et qui donc, vous pouvez, pendant que vous regardez la télé, demander de changer de chaîne ou autre. En fait, le retour des gens est très pratique. C'est beaucoup mieux avec la télécommande parce qu'on est dans le noir quand on regarde la télé. Et là, dans le noir, si je parle, je ne ferai pas d'erreur, alors que si j'appuie sur le mauvais bouton, je me trompe et je ne fais pas ce que je veux. Donc c'est vraiment juste la praticité de la modalité d'interaction vocale, main libre, dans le noir, ça marche. Voilà. Donc vous avez parlé de microphone, et c'est souvent la première interrogation qu'on peut se poser, c'est pour que cet objet réponde, c'est qu'il doit écouter. Alors est-ce qu'on peut faire confiance à une machine qui écoute en permanence nos conversations ? Alors, je ferai la distinction entre écouter et entendre. C'est-à-dire que, évidemment, en permanence, sauf, et ça fait partie des éléments éthiques forts, que vous puissiez désactiver le micro d'une manière ou d'une autre physiquement. On a fait des prototypes très amusants où on mettait carrément un oreiller sur le micro pour montrer aux gens que vraiment il est désactivé, parce que vous pouvez toujours dire je l'ai désactivé, mais le soupçon existe. Est-il désactivé ? Donc le plus simple, c'est de mettre un oreiller dessus ou de le débrancher. Mais pour reconnaître le mot-clé d'activation, parce qu'aujourd'hui, les assistants vocaux ont besoin d'un mot-clé d'activation, Jingo pour Orange, OK Google pour Google, etc. Il y a évidemment un micro qui ne fait qu'une seule chose, c'est de détecter ce mot-clé d'activation. C'est-à-dire qu'il n'entend rien d'autre, mais néanmoins, le son est analysé en permanence et il ne se met à entendre ce que vous dites vraiment que quand vous avez prononcé ce mot d'activation. Donc après, ce qu'il fait de cette conversation qu'il a donc analysée, donc enregistrée, donc il peut la réutiliser, l'analyser et faire plein de choses avec, ça dépend très largement du modèle économique de l'entreprise qui vous a fourni l'assistance conversationnelle et des conditions d'usage que vous avez lues ou pas lues et qui stipulent précisément ce qu'on a le droit de faire des informations que vous avez partagées et du cadre juridique qui s'applique à tout le monde, bien sûr. Alexis Greenbaum, est-ce que c'est nouveau de parler aux machines ? Et si ça ne l'est pas, en quoi c'est différent maintenant avec ces assistants conversationnels ? En effet, écoutez, la parole inhumaine, elle est connue dans les mythes, les légendes depuis très très longtemps. Et je pense qu'ici au Collège des Bernardins, il sera tout à fait approprié de se remémorer des anges qui parlent ou des oracles, etc. On prendra sans doute quelques références comme ça. Il y a de la nouveauté. Mais il y a aussi des ressemblances. Donc là, je voudrais commencer d'abord par les ressemblances et puis dire un mot sur la nouveauté. Alors, dans l'histoire de cet imaginaire de parole inhumaine, qu'est-ce que c'est que cette parole inhumaine ? Très souvent, cette parole est une parole qui existe à travers l'énonciation, c'est-à-dire finalement on ne cherche pas à discourir, on ne cherche pas cet être qui nous parle, nous profère une vérité ou essaie de nous tromper, hein. Il y a aussi des démons, des diables qui parlent, etc. Mais finalement, derrière, il y a toujours cet acte de parole qui fascine. Ah, cela parle, il y a quelqu'un qui parle. On est fasciné par cette parole inhumaine. Et il y a une grande nouveauté avec les chatbots, les agents conversationnels, c'est qu'on répond. C'est que l'être humain répond. Normalement, on ne discute pas avec les anges pendant 3 heures. Avec les chatbots, avec les agents conversationnels, l'être humain répond, l'interlocuteur humain donc s'engage dans un dialogue. Et ça, vous trouvez très très peu, voire presque aucun mythe, aucune légende dans l'histoire de cette parole inhumaine où il y aurait un dialogue. Gemma Serrano, peut-être vous pouvez, on peut peut-être rebondir là-dessus, cette notion de dialogue avec une voix inhumaine, et de manière générale, en fait, dans le champ lexical de la technologie, et particulièrement de l'intelligence artificielle, on voit tout un tas de mots religieux, on parle de néo-animisme, de transcendance. Qu'est-ce que la théologie a à nous dire là-dessus ? C'est un des défis de notre département, c'est essayer de croiser les ressources théologiques avec le numérique, parce qu'on pense qu'il est vraiment un puits très, très fort pour métaphores imaginaires, mais aussi pour des discernements critiques. Une première chose à voir, c'est que, et je vais réagir sur l'effet de dire uniquement que c'est uniquement qu'on peut parler et prendre l'appareil, la commande uniquement en parlant au lieu de toucher dans les noirs.
il y a quelque chose à se poser sur la puissance des sens, qui n'est pas uniquement celle de toucher ou de voir, et sur la puissance de l'écoute et, de cette voix et qui établit des conversations de manière quotidienne avec les humains. Je voudrais vous poser ce type de questions en disant comment cette voix, qu'on pourrait dire que d'abord on la nomme et il peut nous nommer. Donc, être nommé, c'est établir déjà une reconnaissance, c'est établir une possibilité d'interagir immédiatement, c'est mettre les dialogues, mettre une confiance. Être nommé, c'est quelque chose de très important dans la relation. Et avec ses assistants personnels, cela se met immédiatement en place. La même chose, il y a une voix qui connaît notre histoire, au moins nos habitudes, nos manières de faire, qui est présente, qui va nous reconnaître dans intentionnalité, mais aussi en historique. Je me disais que ce type de voix, c'est aussi la voix qui dans la Sainte Écriture est présentée. C'est une voix qui nomme, qui est nommée, qui dialogue, qui connaît notre histoire. Mais aussi, il y a d'autres voix, des voix des idoles, on pourra parler avec Alexei, qui sont des voix aveuglantes, où il n'est plus possible de discerner, de décrypter, qui saturent lui, et où les filtres normaux d'écouter ce qu'on veut, ou quand même d'écouter, est complètement saturé pour cette voix aveuglante. Voilà un peu différentes choses que je voulais nommer en disant, d'accord, il y a un changement des sensorialités, et c'est beaucoup plus facile de toucher, mais ça a un degré d'expérience et de vécu qui pose ces questions aussi éthiques. Mais on va faire le débat aussi sur ça. Vous avez été interpellé, je vous laisse répondre. Avec Laurence de Villers, justement, à qui je souhaite un rapide rétablissement, nous venons d'achever un travail sur un document qui sera publié dans quelques jours, l'appel à contribution du Comité national d'éthique du numérique, ouvert au monde entier, en français, nous espérons aussi en anglais, sur 20 questions éthiques liées au chatbot. Et cela commence justement pour la partie utilisation des agents conversationnels. Ça commence par cette grande question. Confusion de statut. Est-ce que finalement on est en train de brouiller un tout petit peu la frontière? On projette des capacités de parole sur quoi? Sur une machine? Est-ce qu'on projette aussi un état mental? Est-ce qu'on projette des intentions? Et comme conséquence de cette réflexion sur la projection, nous posons parmi les 20 questions une question sur l'attribution de nom. C'est le même que vous venez de poser. Alors, et là, attribuer un nom, est-ce que cela change le statut de son interlocuteur? Mais aussi, est-ce que ça doit être un nom humain ou inhumain? Par exemple, appeler un agent conversationnel, un chatbot, une machine, appeler Siri ou G2B2 ou Sophia, Alice, Marussia, ou appelé par le nom de la compagnie qui l'avait produit. Quels sont ces différents noms? Parce qu'il y a des noms et des noms, hein, et pas tous les noms sont des noms humains. Donc, une réflexion à laquelle nous n'avons pas encore de réponse établie, mais que nous soumettons au monde entier à travers cet appel à la contribution qui sera ouvert dans quelques jours. Alors justement, peut-être Nicolas Damasio, vous avez dû aussi trancher ce genre de questions. Le Jingo, il répond aux utilisateurs. Quelle est la position d'Orange là-dessus? Est-ce qu'un chatbot peut être fortement genré? Est-ce qu'il peut changer de nom?
Avant de répondre à ça, je vais juste faire un tout petit tour, revenir sur la notion de conversation et sur le risque qu'on a tous dans cet univers, hein, l'univers de l'intelligence artificielle et puis plus précisément de ces agents conversationnels, le risque de s'imaginer effectivement, de se représenter, on est dans la représentation, que ce avec quoi nous interagissons, et je ne l'ai pas dit nous conversons, est plus ou moins un morceau d'humain, un morceau de personne moins intelligente, moins capable, etc. On a cette projection anthropomorphique très, très rapidement parce que le langage, effectivement, le langage définit l'humain et du coup, puisqu'une machine interprète ce que j'ai énoncé et essaye de m'apporter une réponse, je lui projette une vertu semi-humaine. Et ça, je pense qu'on va assez vite et assez loin dans cette projection, dans pas mal de réflexions, y compris celle du nommage. Je rappelle qu'on a nommé des voitures Titine, sans forcément imaginer que c'était un être humain derrière, simplement parce qu'on aime bien désigner des objets d'une manière générale. Donc il y a déjà ce point-là. Sur la question de conversation, encore une fois, je pense qu'on est très loin d'être capable, avec un agent conversationnel, de tenir une vraie conversation. C'est-à-dire deux entités douées d'une volition, d'une écoute, de se rappeler ce qu'est l'autre, je te vois, tu me vois, je construis ensemble une interaction. Elles sont extrêmement normées, extrêmement scriptées, et rien dans l'état de l'art de l'intelligence artificielle aujourd'hui ne nous permet de dire qu'on aura rapidement une capacité à tenir de véritables conversations. Donc je minimise un petit peu cette question, parce que concrètement, aujourd'hui, on met devant les IA d'aujourd'hui, des agents conversationnels d'aujourd'hui, des jeunes enfants, des adultes, très très vite, après une phase d'exploration de « Ah, ça parle, donc c'est humain », les gens arrivent à réduire leur perception de ce qui est en face à une machine, qu'on la nomme ou qu'on ne la nomme pas. Ça va très très vite. Et une machine plutôt très bête. Quand on demande, mais c'est tout con ce qu'ils font. Ça, ce sont des verbatims d'utilisateurs. Alors sur le nommage, nous on a pris un parti un peu neutre, dans le sens où, d'un point de vue Jingo, ça peut être aussi bien interprété selon les cultures genrées masculin ou féminin. En fait, on a même, en recherche, on s'est posé l'hypothèse, mais est-ce qu'on pourrait demander à chaque famille de nommer son appareil ? Pourquoi pas ? Je te nomme, je t'accueille dans la famille, je te baptise au sens laïque du terme, je te donne un nom. Et en fait, on l'a éliminé, pas pour des raisons théoriques, mais pour des raisons totalement pratiques. Car il faut que ce mot que vous donnez, on ne puisse pas le confondre avec un autre mot de la vie de tous les jours, sinon vous allez réveiller le robot tout le temps, et à un moment où vous ne le voulez pas. Donc c'est la technique qui conditionne le choix d'un mot qui ne peut en rien être trop présent dans la conversation courante, sinon vous allez réveiller votre robot, et on l'a dit tout à l'heure, on ne le veut pas. Donc on a éliminé des tas de mots, et à la fin on a choisi un mot simple, facile à prononcer, là aussi dans une logique d'inclusion, facile à prononcer par beaucoup de gens, dans beaucoup de cultures. Donc là, on est dans l'éthique de l'inclusion. Il ne faut pas que ce soit un mot discriminant d'une manière ou d'une autre. Après, il y a le choix de la voix elle-même. Donc le phrasé de voix, donc c'est une voix plutôt féminine. Majoritairement, dans le monde, les assistants conversationnels, ce sont des voix féminines. Mais rappelez-vous, vous allez à la gare, la voix SNCF qui vous accueille, c'est la fonction d'accueil, c'est féminin. Alors c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça que c'est fait. Il n'y a que le robot, à ma connaissance, de Deutsche Telekom, qui s'appelle Magenta, et qui, lui, a une voix masculine. Et on s'est posé aussi la question de proposer à l'utilisateur de choisir une voix masculine, une voix féminine. Pour l'instant, pour des raisons techniques, personne ne l'a fait. Un mot, vous avez parlé de ces projections anthropomorphiques, effectivement, qui sont complètement naturelles, spontanées. Et donc, projection anthropomorphique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on projette des qualités humaines sur cette parole qui, elle, n'est pas humaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grande source de tensions éthiques dans cette parole, c'est qu'il y a dans cette parole de l'inhumain, les différents traits inhumains dans cette parole. Alors, quels traits inhumains ? Quelques exemples. Bon, par exemple, ce que vous avez évoqué déjà, le système peut perdre le contexte. Vous parlez d'une promenade en ville, il va tout de suite commencer à vous réciter un poème ou passer à un thème complètement différent. Il peut proférer des phrases étranges, le lait rouge par exemple. Bon, personne n'a jamais vu de lait rouge. Il peut aussi faire des choses beaucoup plus subtiles. Il dit des phrases sur lesquelles nous projetons des intentions. Je veux t'aider. Mais le chatbot, l'agent conversationnel, il ne veut rien, il n'a aucune intention, il n'a pas d'état mental, mais il peut le dire.
Et vous voyez, ce sont ces éléments inhumains dans cette parole qui ressemblent beaucoup à la parole humaine, d'où naissent les tensions éthiques. Et même pour aller plus loin, je dirais qu'aujourd'hui, les assistants vocaux, donc certes, ça répond à des questions assez basiques, mais il y a un moment, contrairement au moteur de recherche qui nous donne toute une liste de réponses, un assistant vocal, a priori, ne pourra en donner qu'une. Comment est-ce qu'on détermine quelle est la bonne réponse ? Alors ça, c'est une des limites très connue, et c'est pas récent d'ailleurs, parce que rappelez-vous, dans le temps, on appelait au téléphone, on avait des machines enregistrées qui répondaient à nos questions, les dialogues vocaux au téléphone. Et donc, effectivement, l'interface vocale, contrairement à un menu, ne permet pas facilement d'énoncer 4 propositions. Vous voulez un taxi, pratiquement, on peut vous en proposer un, peut-être 2, mais pas 5. Donc là, c'est lié à la linéarité de la parole. Donc, on est obligé d'ordonnancer les réponses. Et c'est là que, effectivement, l'ordre que vous allez choisir pour énoncer les réponses, que ce soit une question théorique, donc on va aller chercher dans Wikipédia, il y a des fois des réponses contradictoires dans Wikipédia, où c'est pratique et quel taxi je vais vous proposer en premier. Donc oui, il y a un vrai sujet là d'ordonnancement des réponses. Donc on doit le traiter et on doit faire en sorte que... il y a deux logiques qui s'affrontent là. Il y a une logique plutôt industrielle qui est de dire voilà, ceux avec qui j'ai un accord, je vais les mettre en premier et donc ça va me rapporter de l'argent. Donc là, on est dans une logique commerciale et industrielle de promotion, de la même manière que sur un moteur de recherche arrive en haut les trucs qui ont payé. Donc voilà, c'est la même chose, hein. Rien de spécifique. Et puis il y a la possibilité qui est à mon avis un peu plus lointaine sur le plan technique, qu'on puisse, et là on rentrerait vraiment en conversation avec un agent qui serait vraiment à votre service, donc un ange cette fois-ci protecteur domestique, un peu l'âme de la maison si vous voulez, mais ce n'est pas le cas des robots d'aujourd'hui, où vous pourriez lui donner des consignes permanentes en disant moi en général je préfère tel taxi, donc tu me sortiras ce taxi-là plutôt qu'un autre, et là on rentrerait en conversation. Mais aucun système ne le permet aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je disais, ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on est loin d'être capable de construire cette conversation-là d'un point de vue purement technique. Juste pour aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet, le terme un peu technique, c'est le terme de nudge, de manipulation douce, où on peut orienter un utilisateur pour faire quelque chose ou pour choisir tel ou tel produit. Où est-ce qu'on en est des réflexions éthiques sur ce sujet, Alexei ? C'est une grande question. Vous avez donc justement parlé de ce problème de choix multiples. Alors, un agent conversationnel ne peut pas proposer 5 taxis ou 5 pizzerias. Il faut en choisir une quelque part. Alors, comment faire ? Il y a des cas plus intéressants encore de ces nudges avec des choix des mots, de cette manipulation douce, bienveillante. Par exemple, telle personne devrait boire moins d'alcool ou faire plus de sport. Alors, le chatbot pourrait se comporter de manière à inciter cette personne à boire des jus ou raconter quels sont les effets sur leur santé ou faire plus de sport. Donc la parole, elle peut aussi orienter, elle peut limiter, semble-t-il, le libre choix, la liberté. Elle peut même discriminer entre les 5 pizzerias ou 5 taxis, éventuellement. Et toute la question, c'est alors quel garde-fou, quels critères, comment est-ce qu'on quand même préserve l'autonomie de l'utilisateur, tout en sachant que la parole, elle n'est pas neutre, elle n'est jamais neutre. Donc la parole, elle va le manipuler, elle va toujours plutôt le diriger vers tel choix ou tel autre choix. Je ne crois pas qu'il existe une réponse dans l'abstrait à toutes les questions de ce type. Il faut toujours regarder au cas par cas. S'il s'agit de limiter la consommation d'alcool, il y a telle stratégie ou telle solution. S'il s'agit de choisir des pizzas, il y a telle autre solution. Il faut absolument être conscient du problème de nudge, du problème de cette manipulation, et il faut que celui qui en soit conscient, ce ne soit pas seulement l'utilisateur, mais aussi le concepteur. Il est très important de penser au niveau de la conception. Y a-t-il des moyens de mesurer ? Y a-t-il des moyens de savoir déjà à travers le système lui-même si on est en train de limiter des choix ou pas ? Comment est-ce qu'on peut mesurer ce nudge ? Comment est-ce qu'on peut le traiter techniquement ? Et ça, c'est un grand défi pour la recherche aujourd'hui. Thomas Serrano, vous vouliez intervenir ? Oui, en suivant ce que disait Alexei,
je me disais, de la même manière, quand on fait les designs conversationnels, il faudrait vraiment qu'on puisse réfléchir au type des propositions dans les arbres des choix, des phrases qui sont mises et comment elles vont répondre et orienter un comportement, un achat, une manière de se comporter, etc. Donc, si pendant beaucoup de temps on s'est occupé des designers des interfaces, je pense qu'il est très urgent de faire une réflexion éthique avec les designs conversationnels. Oui, en fait, en vous entendant, je me disais que je ne vois que peu de choses qui soient spécifiques dans la question en général de la manipulation, de l'orientation des choix, spécifiques au sujet des agents conversationnels. Parce que prenez le vendeur de tapis, il est depuis longtemps versé dans l'art de vous orienter dans ses choix avec des nudges plus ou moins discrets. Alors, en général, il n'est pas très discret, on a appris un peu à les décrypter. Prenez les publicités dans la rue ou même plus subtilement les odeurs qu'on entend. La publicité en général manipule depuis longtemps avec des nudges, des comportements, et là, ça mérite réflexion et ça mérite peut-être réglementation, jusqu'où on peut aller. Et en fait, je pense que l'agent conversationnel, tel qu'il existe aujourd'hui, je vous le dis, il est très scripté. C'est-à-dire, si vous appelez pour vous abonner à Orange Bank, vous pouvez interagir avec Jingo qui vous aide à gérer votre compte. Il a été scripté, on a fait des choix de dialogue, et il y a peut-être des choses contestables, il faudrait les regarder. D'ailleurs, on fait des tas de revues. On a participé en tant qu'Orange, je fais une parenthèse, à la réflexion européenne sur ce qu'on appelle le guide pour une IA responsable. Et on a été aussi appliquer ça à des cas concrets en prenant tous ces principes et en voyant dans quelle mesure, dans le processus même de conception, ces principes avaient été appliqués. Mais en fermant cette parenthèse, je vous dis, s'il y a orientation dans les choix des dialogues scriptés, c'est effectivement la volonté des designers du système qui souvent reproduisent des mécaniques qui existaient à côté et avant, et rien de vraiment nouveau. Et ni même dans le pouvoir de persuasion, ça pourrait se mesurer. Je ne suis pas très sûr aujourd'hui que le pouvoir de persuasion d'un chatbot, parce que on lui prête une vertu magique, serait plus grand qu'un vendeur qui vient vous voir et qui vous vend, ou qu'une interface 2D qui, elle aussi, est bourrée de nudges dans tous les sens pour vous attirer à l'œil au bon endroit, là où il faut cliquer. Je vais prendre, si vous me permettez, un exemple de question sur le nudge, sur cette manipulation qui, pour moi, est vraiment difficile. Est-ce qu'un chatbot peut mentir à l'utilisateur, mais toujours pour lui faire du bien? Apporte-moi un whisky. Il n'y a plus de whisky, désolé. Eh ben, peut-être qu'il y en a, mais il va dire non, il n'y en a plus. Parce que l'utilisateur a dépassé la dose définie par le médecin, etc. Est-ce qu'il peut mentir? Bon, apparemment, pour optimiser l'état de santé, pour atteindre la valeur maximale de la métrique qui est la bonne santé de l'utilisateur, oui. Mais attendez, est-ce que c'est éthiquement acceptable de mentir qu'un chatbot dise quelque chose qui, encore une fois, lui-même, il ne sait probablement pas ce que c'est que la vérité et le mensonge. Ce n'est pas toujours le cas qu'un chatbot puisse évaluer les valeurs de vérité. Mais une phrase qui, pour nous, pour l'utilisateur, dans le monde réel, est un mensonge, peut-elle être proférée par un chatbot? Et comment peut-on résoudre cette grande question? Oui, là-dessus, ce type de réflexion éthique intéressante suppose un chatbot doté d'une forme d'IA forte ou assez forte, une représentation du monde capable de faire des déductions, de comprendre que vous avez le whisky, ça rend malade, que vous avez peut-être dépassé la dose. Donc il y a toute une logique assez sophistiquée pour faire ça. Pas d'IA forte, juste une logique, oui. Non, oui, mais attendez. Pour qu'il le fasse de sa propre initiative. Pour mentir, il faut que ça vienne de son initiative. C'est-à-dire qu'il a observé des paramètres, il a pris une déduction, il a pris une décision et il vous l'applique. Je pense que si ce scénario arrivait aujourd'hui, ce serait le résultat
d'un design, soit d'une autorité de santé qui aurait décidé de manière très très intrusive qu'au-delà d'une certaine dose, c'est interdit. Donc là, on est dans SOS Bonheur et dans tout le bio. Mais c'est pas le chatbot qui l'a décidé, c'est l'autorité de santé qui l'a programmé pour cela. A-t-elle le droit de mentir pour le bien des Français? Ça ouvre un problème qui n'a rien à voir avec le chatbot, qui a à voir avec juste où ça allait par une firme commerciale qui veut vous entraîner quelque part. Donc je pense que attention à cet anthropomorphisme-là, c'est la question, peut-on mentir à un être humain pour son bien, via un chatbot ou via un écran textuel, c'est pareil. Et je ne suis pas sûr du pouvoir persuasif supérieur du chatbot aujourd'hui. Je vous rejoins quand vous dites le problème du mensonge déjà existe pour les hommes. Bah, bien sûr, bien sûr. Mais il ne se pose pas, à mon sens, de la même manière pour les systèmes que nous concevons, que nous développons. Parce que ces systèmes, justement, ne sont pas des êtres responsables, libres, absolument pas. Est-ce qu'on peut programmer la capacité... Donc, on programme, par exemple, la fonction qui dit pas plus qu'un verre de whisky par jour. Et si l'utilisateur en demande un deuxième, est-ce qu'on peut programmer parmi les réponses possibles? Il n'y en a plus, sachant que c'est un mensonge ou pas. Donc voilà, est-ce qu'on va même doter au niveau de la conception et du développement les chatbots de cette capacité à mentir ou pas du tout? Parce que ça n'est pas un être responsable. Je ne sais pas, à vrai dire. Je pense que c'est quelque chose qu'il nous faut encore découvrir. Il nous faut encore tester, expérimenter, voir ce que ça fait, quelle est l'impression de l'utilisateur, qu'est-ce qu'il en pense. Et c'est pour ça aussi que nous lançons cet appel à contribution, pour voir ce que pensent les utilisateurs. D'autant, pardon, une petite précision, ou en tout cas de rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que les humains ont tendance à faire confiance aux machines, parce qu'on a l'impression qu'elles maîtrisent plus que l'humain, qu'elles ont des capacités de calcul, etc. Et donc on fait confiance davantage aux machines qu'à un autre être humain. Donc si une machine commence à nous mentir et qu'on peut lui faire confiance, ça pose aussi tout un tas de problèmes. Gemma, Serrano, est-ce que vous voulez intervenir sur cette question du mensonge J'entends. où est-ce qu'il peut être associé à des choses non humaines, objets ou autres? Elle n'a pas entendu. Je répète, Gemma, est-ce que vous nous entendez? Je n'ai pas l'impression. Ah, alors peut-être, est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Peut-être Alexei? Vaste question. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les robots et le mal » pour parler du mal, justement. Mais pour limiter cette question, donc un tout petit peu, il a toutes sortes de machines apprenantes. Le groupe d'experts de haut niveau à la Commission européenne, justement, a parlé d'intelligence artificielle dans le sens de n'importe quel système apprenant. Là, nous parlons juste des agents conversationnels. Alors là, la source principale du mal, bien sûr, le mal ne réside pas dans la machine elle-même, mais la source principale de conflit qui peut émerger de cette interaction, c'est la projection, encore une fois, la projection anthropomorphique qui est spontanée. Et donc oui, il peut y avoir des conflits. Ça peut aller même plus loin. Par exemple, on peut malmener un chatbot. Je prends un exemple de conflit qui est un peu anecdotique, mais pas nécessairement. Quand on insulte un chatbot, ou quand on insulte un chatbot, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est une sorte de souffle-douleur? On peut dire ce qu'on veut à la machine. C'est mon esclave, c'est à moi, c'est une chose. Je dis ce que je veux. Ou est-ce répréhensible? Parce que si on projette quand même des traits presque d'un être autonome, d'un système capable de nous donner de la satisfaction, du plaisir, de nous divertir, etc., est-ce que du coup, insulter, malmener un tel système, c'est répréhensible? Est-ce qu'on irait en prison pour des insultes proférées à un chatbot ou pas? Est-ce qu'il faut interdire ça par une loi? Vous voyez, on peut aller très loin. Donc effectivement, là, je suis un peu dans la science-fiction aujourd'hui. La réalité, c'est que beaucoup de gens qui parlent avec leur smartphone insultent les assistants vocaux, les agents conversationnels qui sont dans ces smartphones.
Et quel est le jugement moral là-dessus? Notre jugement moral? Bonne question. Est-ce que Nicolas vous voulez rebondir là-dessus? je- Est-ce qu'on je- doit aller je en dis- prison si on alors, insulte Jingo? Déjà, factuellement, sur les conversations qu'on a pu étudier, de manière anonyme, etc., bien sûr, c'est pas beaucoup. Des personnes le font. C'est-à-dire que le problème théorique existe, mais je veux dire, ne pensons pas que Encore une fois, je pense que la plupart, l'immense majorité des utilisateurs aujourd'hui, après une phase d'exploration où ils ne savent pas très bien à quel objet ils parlent, et effectivement peut-être lui confère a priori un morceau d'âme, parce que intelligence artificielle, parce que langage, oui, je me dis tiens, c'est un être parlant. Très rapidement, l'exploration, et d'ailleurs une des difficultés initiales de l'interface vocale, c'est que je ne sais pas ce qu'il sait faire. Voilà, il n'y a pas un menu, donc je ne sais pas ce à quoi il sait répondre, ce qui est une autre difficulté. Mais une fois cette exploration faite et qu'on a compris qu'il sait faire 3-4 trucs bien et d'autres moins bien, et là, la confiance, là aussi, je ne suis pas d'accord. L'humain n'a pas confiance en général dans la machine parce qu'elle est meilleure que nous. Il a confiance dans les machines, dans leur domaine de fonctionnement, c'est-à-dire dans ce pourquoi elles sont faites. Donc oui, on a confiance dans les voitures parce qu'il y a des systèmes de sécurité qui ont été étudiés pour que les voitures ne nous mettent pas dans la rue, et ça, j'ai confiance. Par contre, je n'ai pas confiance dans la voiture pour faire autre chose quand elle n'est pas faite pour ça. Donc il faut faire attention que le chatbot, c'est pareil. On détermine le domaine de fonctionnement dans lequel il est, on lui fait confiance parce que l'expérience nous montre qu'il répond correctement. Donc effectivement, à force d'avoir gagné de confiance sur cette question-là, il répond très bien dans Wikipédia et toujours juste. Un jour, il va peut-être me raconter une histoire et je ne le saurais pas. Mais on est très... je ne pense pas qu'on soit très confiant a priori. Et quand on l'est, effectivement, se pose la question de la responsabilité. Donc je suis... encore une fois, je voudrais qu'on évite... Ce qu'il faut regarder, c'est l'éthique de ceux qui programment ces systèmes autonomes, qui répondent plus ou moins bien. On est loin d'avoir... et alors, derrière la question de l'insulte, puisque vous étiez sur l'insulte, ça ouvre des tas de questions juridiques et techniques. Si vous dites, c'est une machine, et en plus, on est dans le domaine privé. Alors, rien de ce que je vais lui dire ne va ressortir de la maison, et donc ça reste dans le domaine privé. Ben oui, on fait ce qu'on veut en privé. Bon, voilà. Bon. Par contre, si on est dans le cas qu'on a connu d'un chatbot apprenant avec des milliers d'utilisateurs, c'est l'histoire de Microsoft qui a mis en ligne un chatbot, et au bout d'un moment, les gens ont commencé à lui apprendre des paroles racistes, etc., parce que ça les amusait ou parce qu'ils avaient une intention politique. Toujours est-il que le robot a commencé à répondre de manière raciste. Donc là, vous avez clairement une responsabilité dans ce que vous lui dites, car ce que vous lui dites a un effet sur, au-delà de vous et de votre sphère privée, mais ça a un effet sur l'ensemble des autres utilisateurs. Donc dans le cas précis des chatbots apprenants de la multitude pour modifier leur modèle, oui, on a un vrai sujet de l'éthique de l'utilisateur, parce que ce que vous lui dites va avoir des effets sur les autres. Et ce sujet-là, pour moi, il est très important. Et donc nous, la réponse qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on pense qu'il est très dangereux, parce qu'on ne maîtrise pas la dérive collective que ces interactions individuelles peuvent entraîner. On pense qu'il ne faut pas mettre en ligne des chatbots qui apprennent automatiquement sans qu'il y ait une validation humaine très très poussée de ce qu'il a appris et qu'on est d'accord avec ce qu'il a appris. Et humaine par des concepteurs cette fois-ci, par des designers qui vont vérifier qu'il ne viole pas de loi, qu'il respecte tout le monde, qu'il est inclusif, qu'il a toutes les bonnes propriétés, malgré les interactions avec des êtres humains qui ne sont pas tous doués de bonne volonté. Cette distinction est très importante. Il y a des questions liées à l'utilisation et il y a aussi des questions pour le concepteur. Et je veux juste reprendre l'exemple que vous venez de donner, celui du chatbot Tai de Microsoft, pour expliquer un tout petit peu à notre public ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand vous avez un chatbot généraliste qui parle sur tous les sujets, bon, vous pouvez dire quelque chose et il va vous répondre. Mais comment est-ce qu'il sait quelle est la bonne réponse? Il y a 10 000 phrases qui sont toutes des réponses possibles. Comment est-ce qu'il va les choisir? Bon, il faut qu'il évalue une certaine fonction. C'est un système qui calcule. Il ne sait que calculer. Et donc, il faut qu'il évalue une fonction en disant « Ah oui, ça privilégie telle réponse, c'est la bonne réponse. » Mais quelle fonction? Comment est-ce qu'il va choisir? Parce qu'il y a 10 000 réponses possibles. Elles sont toutes acceptables. Et là, les ingénieurs se sont dit « Écoutez,
si on ne sait pas définir a priori quelle est la bonne réponse à toutes les questions, on va juste regarder la durée des conversations avec les utilisateurs, l'engagement. Si l'utilisateur ne lâche pas et il répond encore, et puis il continue le dialogue, c'est que peut-être finalement le système a bien choisi ses répliques, a bien mené le dialogue. Ça s'appelle le terme technique, c'est la métrique d'engagement. Maximiser l'engagement, faire de l'engagement le plus long possible. Et donc Microsoft a testé cette métrique. Ils ont mis sur Twitter un chatbot qui s'appelait Tai en 2016, qui ne faisait que maximiser l'engagement. Aucune autre contrainte, juste maximiser l'engagement. En quelques heures, ce chatbot a découvert que la meilleure manière, entre guillemets, meilleure, de maximiser l'engagement de l'utilisateur, c'est de l'insulter. Là, la probabilité est la plus élevée qu'il vous répondra. Malheureusement, nous, les humains, nous sommes faits comme ça. Et vous voyez, il y a un problème éthique qui apparaît pendant l'utilisation, mais qui n'est pas visible au stade de conception. On a choisi une métrique, elle n'est ni bonne ni mauvaise, maximiser l'engagement. Où est le problème éthique ? Justement, toute la tâche pour le concepteur, c'est de voir que dans ces choix techniques qui ont l'air d'être un peu neutres, on ne sait pas si c'est un problème éthique parce que le mot injure n'est pas inscrit dans ma métrique, de voir que ces choix ne sont pas anodins. Alors là-dessus, je pense qu'il faut vraiment parler de l'éthique du concepteur en général, le concepteur de machines, et en particulier des machines de type chatbot. Quand vous construisez une machine, une voiture, vous réfléchissez à l'avance aux risques possibles. Qu'est-ce qui peut arriver avec une voiture ? Elle peut sortir de route, alors on va mettre telle vérification, on va faire des tests, et on va faire donc des tests de qualité, bêtement un test de qualité pour vérifier que la voiture que vous sortez, elle ne va pas sortir de la route dans des conditions d'utilisation normales. Et je pense que c'est là où on a effectivement les concepteurs, parce que l'IA est une discipline qui avance très vite et c'est un peu le Far West et que tout le monde part parce que ça fait aussi des gros titres d'avoir GPT-2 et après GPT-3. On a donc des modèles très sophistiqués qui sont très impressionnants. Mais notre approche de l'éthique de conception, c'est de se dire, quel que soit le système, et en fonction de ce qu'il fait, si c'est pour amuser la galerie, c'est pas très grave. Si c'est pour gérer votre compte en banque, c'est autre chose. Et votre sécurité en voiture, c'est encore autre chose. Et donc, on fait ce qu'on appelle un système de qualité où on se pose la question de tous les risques possibles. Dans le cas de Microsoft, ils auraient dû penser aux risques de dérive illégale, raciste, etc. Et donc, ils auraient dû mettre un système de mesure en temps réel de cette évolution et que si jamais ça prenait cette évolution, ça s'arrête. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas assuré la sûreté de leur système par rapport à un cadre légal ou par rapport à ce qui est bien en général. On va au-delà du cadre légal, on va sur l'éthique. Et ça, cette réflexion-là, elle doit être là dans tous les projets et dès le début, et ça dépend des projets. Et donc, on essaye de pratiquer humblement cette discipline. Et là, je vous rejoins, c'est vraiment du pragmatisme. C'est-à-dire que je crois vraiment à l'éthique pragmatique, avec un anglicisme autour du test and learn. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se poser toutes les bonnes questions à l'avance de ce qu'il pourrait arriver d'un système. Par contre, être en vigilance permanente et avoir des gens spécialisés pour ça, pour être certain qu'on sera capable de maîtriser la machine quand on aura fait des erreurs de conception. On fera toujours des erreurs de conception. Alors sur l'éthique, de manière, je dirais, plus globale, là on parle de l'éthique, comme s'il n'y en avait qu'une. Sur des produits qui fonctionnent donc avec une intelligence artificielle, même si on pourrait aussi débattre de ce terme, on voit que ça fonctionne quand on passe le cap de millions, voire milliards d'utilisateurs à travers toute la planète. Comment est-ce qu'on trouve une éthique à un niveau international ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que ce sont aussi des réflexions qu'on se pose dans les formulations de ce que doit faire une machine ou non ? Alors là-dessus, là aussi, il faut faire attention parce qu'il circule beaucoup de choses. Ce dont on a besoin, pourquoi on a besoin de milliards d'utilisateurs, c'est pour fabriquer des modèles de langage performants. Donc oui, on a besoin de ça pour entraîner la machine à interpréter le langage, en général. Ensuite, une fois qu'on a ce modèle de langage, comme je vous l'ai dit, la manière dont vous l'utilisez et la manière dont l'IA va répondre à votre question, etc., là, c'est des choses qu'on peut vraiment spécifier sur un nombre faible d'utilisateurs. L'exemple, beaucoup plus faible. L'exemple que je vais vous redonner de la banque où on a mis un assistant en ligne, eh bien, on n'avait pas au début, on avait 100 000 clients, maintenant on en a quelques millions, mais ce n'est pas les milliards. Et on a amélioré le comportement progressivement de
cet assistant conversationnel sur la base des retours d'interaction de ceux qui essayaient d'ouvrir un compte et qui n'y arrivaient pas, de ceux qui y avaient des énoncés qu'ils ne comprenaient pas et donc on a modifié pour qu'ils deviennent compréhensibles. Et donc c'est toutes les semaines des humains qui regardent les dialogues qui ont mal fonctionné, qui n'ont pas apporté une satisfaction, une résolution du problème à l'utilisateur et qui recorrigent les scripts de façon à prendre mieux en compte demain. Et on n'a pas besoin de milliards d'utilisateurs pour faire ça. Et c'est un processus très manuel. Là, pour le coup, ce n'est pas une IA qui apprend tout seul. Quand on parle d'éthique, en fait, c'est faire des choix, finalement. Mais on fait des choix au nom de quoi? Est-ce que ça vient pas interroger des croyances profondes et une vision du monde particulière? Quand on parle d'éthique, c'est d'abord réfléchir, faire une réflexion avant de faire des choix. Avant de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est le bien, c'est le mal là, réfléchir. Et cette réflexion, elle peut être effectivement très complexe. Même sans parler de chatbot, quelque chose que vous connaissez tous. Sur Facebook, mettez une photo d'une statue de Grèce antique. Je pense que le filtre automatique intelligent, entre guillemets, de Facebook, très vite vous dira que c'est de la nudité et supprimera cette photo. Aux États-Unis, l'attitude envers la nudité n'est pas la même que dans les pays européens. Et ça dépend des pays. Et là, ça peut varier énormément. On a parlé des chatbots. Alors, l'humour, les seconds sens, enfin, vous voyez, le sens caché des phrases, les sous-entendus, bien sûr, ça dépend du contexte, de la culture. Et nous sommes bien loin aujourd'hui de pouvoir capter ces choses-là à travers l'apprentissage automatique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'un côté, bien sûr, il y aura pas mal de frictions, de conflits. On n'est pas content. On a compris que le chatbot n'a pas saisi ce que je viens de dire. Mais de l'autre côté aussi, quand on parle beaucoup, et on peut imaginer des enfants qui vont s'amuser à vraiment discuter beaucoup avec les chatbots. Il y en a déjà. Les enfants, en particulier les personnes vulnérables, les enfants autistes, etc., qui peuvent discuter énormément avec des chatbots, ils apprennent par mimétisme, par imitation, un peu les mêmes façons de parler que ce chatbot. Et donc, est-ce qu'eux, ils vont être capables de saisir l'humour, parler au second degré, ou est-ce qu'ils vont parler un peu comme les chatbots? Et ça, c'est pour moi le problème. Enfin, même pas le problème, mais le mécanisme qui crée des problèmes éthiques. D'un côté, bien sûr, nous construisons les chatbots en leur apprenant à faire comme nous, à nous imiter. Mais nous aussi, nous les imitons quand nous interagissons avec eux. Et ce double mimétisme, c'est le mécanisme d'où viennent les problèmes. Gemma, c'est ce que vous vouliez intervenir? Oui, on parle de ces moyens pour s'entendre, mais je vous ai perdu pour un moment, vous m'avez perdu. Ça ne marche pas tout le temps, ces conversations avec des écrans. Mais ce que je voulais quand même vous poser, c'est ce mimétisme. Ce que j'ai pu entendre, c'est que oui, depuis toujours, il y a de la manipulation conversationnelle. Depuis toujours, l'homme, il ment. Donc, il y a quelque chose qui prend toujours l'homme dans ce qui est mal. Et du coup, c'est dire, est-ce que cette éthique des chatbots est un miroir de ce qui est l'éthique humaine, comme ça, on est dans une théorie des miroirs, un miroir déformant, toujours la vision négative donc, de ce qu'on est en train de mettre. Mais surtout, la question, pour moi, c'est celle des moyens de production qui sont liés à des modèles économiques. Et comment ces productions se mettent en place, c'est vraiment quelque chose dont on peut en discuter encore. Et dans cette imitation, l'exemple que disait Alexei entre les enfants ou les personnes plus faibles, des personnes qui vont passer du temps avec cette chatbot et l'imitation dans la réponse. Par exemple, la contraction « je t'aime » qui imite la contraction de langage, les changements, etc. Ces faits nous posent à nouveau des questions sur
qu'est-ce qui se transforme dans la relation humaine. Voilà. Et qu'est-ce que cette imitation produit dans relation avec d'autres. Alors, je rejoins vraiment ce qui a été dit sur l'importance, parce que le langage, ça n'est pas... en tout cas, le langage entre êtres humains, je ne parle pas du langage machine qui est très formalisé, etc. Il est évidemment extrêmement contextualisé par la culture, la manière dont on l'utilise, et oui, il a même énoncé, émis par un Français dont vous savez que c'est un Français, ne sera pas interprété de la même manière que le même énoncé émis par un Anglais. Tous les humains qui ont connu plusieurs cultures ont ce savoir. Donc, une des raisons profondes pour lesquelles à Orange on essaye, et on est d'ailleurs au plus haut niveau mondial aujourd'hui dans le traitement des langues naturelles, c'est pas pour des raisons économiques. C'est-à-dire que Jingo va pas rapporter beaucoup d'argent. C'est une nouvelle. D'abord, on apprend à bien faire, à faire dans le respect de nos valeurs et qui sont très clairement énoncées, qu'on va la protection de la vie privée, etc. Mais c'est aussi pour la raison plus profonde et plus future, de dire qui maîtrise le langage maîtrise la pensée. Enfin, c'est Orwell, etc. Et donc, effectivement, je pense qu'il est important pour l'Europe que des entreprises attaquent ces développements technologiques en les maîtrisant d'un point de vue éthique, d'un point de vue réglementaire, mais aussi en étant capables d'explorer cette voie et de l'utiliser à bon escient. Donc, c'est vraiment la raison profonde qui fait qu'on investit là-dessus. C'est pour l'instant, pas du tout une rentabilité économique, c'est surtout une maîtrise, enfin de la capacité du langage tel que nous on le voit à l'Europe. Et je voulais en profiter aussi pour montrer que il y avait, parce qu'on arrive très très vite à des notions d'émotion. Tout à l'heure, on a parlé insultes, etc. On était déjà dans le champ émotionnel. Mais en fait, la route qui est devant nous, sur laquelle on mettra du temps à avancer, c'est déjà de comprendre un énoncé, c'est pas simple. Enfin, d'interpréter votre intention. Ensuite, il y a la question d'avoir un modèle de connaissance assez robuste et complet pour répondre correctement à beaucoup de questions. Et déjà là, c'est pas facile. Et avant de passer aux émotions, qui est l'horizon le plus lointain, je dis que simplement cette compréhension justement des implicites culturels, de l'humour, du sous-entendu, des doubles négations, du jeu de langage, c'est quelque chose qu'on va essayer de faire avant d'aller jusqu'à manipuler les émotions. Parce que je pense que c'est vraiment l'étape importante, parce que de toute façon, on ne peut pas réfléchir à l'utilisation des émotions dans le langage quand on n'a pas compris. Le même énoncé, si on le comprend comme au premier degré ou au deuxième degré, on va avoir pas du tout la même émotion en face. Donc ça, c'est un peu le chaînon montant sur lequel nous, on pense qu'il faut beaucoup travailler, qui n'est pas simple du tout, parce que là, on est dans la compréhension d'un contexte culturel qui est beaucoup plus large que le simple langage. Et pour revenir à la question de Gemma, je voudrais dire un mot. Effectivement, depuis le début, nous parlons de ces projections anthropomorphiques sur le chatbot, un peu le mécanisme par lequel arrivent les problèmes. Mais est-ce qu'on projette aussi l'éthique humaine sur les machines ? Et là, je voudrais dire stop. Voilà, on projette un peu les qualités morales quand il nous dit « je ne suis pas content, je suis en colère », même si on sait que c'est une machine. Mais la leçon vient des anges, encore une fois. Pour revenir aux anges, quand même, au Collège des Bernardins. Les anges, il y a tout le débat en théologie que Gemma connaît très bien, beaucoup mieux que moi, sur la définition de ce que c'est qu'un ange. Qu'est-ce que c'est qu'un ange ? Et une des écoles, c'est de dire, une des définitions, c'est de dire l'ange est un être fonctionnel. Il est là afin de... Il ne se promène jamais tout seul. Il remplit une fonction. Il fait quelque chose. Et donc, c'est l'incarnation de cette fonction, etc. Alors, les chatbots, et les machines d'ailleurs en général, ne se promènent pas toutes seules. Normalement, elle a une finalité et elle est définie par le concepteur. La machine ne choisit pas sa propre finalité. C'est le concepteur qui définit la finalité. Et ça nous permet d'ailleurs de comparer l'éthique des anges, des êtres fonctionnels de la mythologie, avec l'éthique des machines intelligentes qui sont fonctionnelles et pas libres. Ce ne sont pas des personnes libres et responsables comme les êtres humains. Et donc là, effectivement, cette projection de l'éthique humaine sur les machines, elle est un peu spontanée, mais je veux dire, elle n'est pas seulement fausse, elle est dangereuse
Il faut soustraire la machine à cette projection. La comparaison avec les anges, pourquoi pas, mais surtout pas de projection spontanée de l'éthique humaine, de la morale humaine sur des êtres fonctionnels. On va juste passer aux questions du public. 2 questions et on terminera vraiment par des propositions aussi concrètes, éthiques. On terminera avec ça. Première question, entre l'homme et la machine, qui apprivoise qui? Qui veut répondre à ça? Qui est au service de qui? Il y a quelqu'un qui disait que l'humanité, c'est quand même formée en partie par une cohabitation, une symbiose avec la technologie qu'on a fabriquée, donc on s'apprivoise mutuellement. Je suis d'accord, j'ai déjà prononcé cette phrase double mimétisme et maintenant je vais quand même prononcer le nom de celui qui a introduit cette phrase dans les humanités, c'est René Girard. C'est René Girard. Donc pensons à cette double imitation qui va dans les deux sens et n'oublions jamais la deuxième flèche. L'homme aussi imite la machine. Est-ce qu'on peut tuer un chatbot? Vous savez, je peux. On s'est posé la question de punition, entre guillemets. Est-ce qu'on peut punir une machine? Qu'est-ce que cela veut dire, punir une machine? Une machine qui a créé un conflit qu'on n'aime plus, là, qui a fait des choses bizarres. Est-ce qu'on peut la punir? Qu'est-ce que cela veut bien dire? Et évidemment, c'est une métaphore, c'est entre guillemets. On ne peut pas punir une machine, ça n'est pas une personne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Reprogrammer, débrancher, réapprendre sur un autre corpus des données, complètement changer les données d'apprentissage, probablement, toutes ces choses-là. Mais le mot punir, comme le mot tuer, ça n'est qu'une métaphore. Mais malheureusement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, on utilise ce terme-là. Techniquement, les gens qui font des algorithmes d'IA, il y a une notion de punition. C'est un poids négatif qu'on met à une action qui n'est pas bonne. Et du coup, malheureusement, on brasse beaucoup de métaphores anthropomorphiques dans l'IA. Non, on peut l'arrêter, cette machine, si elle sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est plus de qualité et elle sort du domaine de fonctionnement où on espère qu'elle va rester, donc on l'arrête tout simplement. Une autre question qu'on a un petit peu abordée au début sur la question donc, de la confiance et de l'écoute. Dans l'intitulé de la question de ce soir, est-ce qu'un agent conversationnel est un espion à domicile? Pourquoi faire confiance à une voix alors qu'on sait qu'elle est là pour nous écouter? Encore une fois, moi je suis, je suis très rassuré et en même temps très vigilant par rapport à cette question. Elle ne vous écoute pas en permanence. Elle est juste là pour détecter votre intention de communiquer avec elle via le mot qui a été choisi. C'est un mot de convention, de réveil. Donc, si on ne vous ment pas et qu'à l'intérieur, les gens font bien ce qu'ils disent qu'ils font, elle ne fait que ça. Et elle ne vous entend, au sens de l'entendement, que quand le mot magique a été prononcé. Donc, vous savez qu'elle vous écoute là, qu'elle vous entend là, et pas avant. Après, il y a la question de la confiance. Est-ce que dans la boîte, là, il n'y a pas autre chose que ce qu'on me dit qui peut-être nous écoute tout le temps? Bon, mais là, on est dans la réglementation et la surveillance et la vérification que ce qui est promis est exactement ce qui est livré. Gemma, vous vouliez aussi... il me semble. Non, excusez-moi. Je peux juste rapidement, ces pots de fleurs intelligents, je les appelle des pots de fleurs intelligents. Ça reste sur la table du salon et puis parfois ça fait des choses pour vous quand vous lui dites commander une pizza, mettre de la musique, etc. On peut les comparer aux poissons dans le livre de Toby. Ça fera plaisir peut-être au public du Collège des Bernardins. Alors, c'est quoi ce poisson? Toby, un jeune homme de 16 ans, part en voyage au début du livre de Toby, qui est un livre de terreau canonique. Et il part avec un ange, d'ailleurs, à ses côtés. Et il voit un énorme poisson dans un fleuve où il descend pour se laver, qui s'approche de lui. Il a peur, il va me tuer, il va m'avaler. Et l'ange, bizarrement, qui n'a absolument pas peur, qui est resté sur terre sèche, il lui dit « Prends-le par les ouïes et tire-le à toi ». Et Toby est capable de prendre le poisson par les ouïes, le tirer sur terre sèche. Puis l'ange lui dit, prends son foie, son fiel, etc., parce que tu en feras d'utiles remèdes. Donc l'ange lui dit, 1, 2, 3, 4, tire-le par les ouïes, prends tel organe, et la finalité utile, médicale à la fin. Tu en feras quelque chose d'utile, des médicaments pour ton père d'ailleurs.
Et donc là, quand il y a une utilité avérée, quand ce pot de fleurs intelligent, on sait qu'il est capable de faire des choses utiles, commander une pizza ou peut-être appeler les grands-parents ou prendre une photo. Là, on dépasse ce stade de cette peur. Ah, il nous écoute, quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe? Il nous écoute en permanence. On sait à quoi ça sert. Et comme Toby, nous pourrons dépasser ce stade, cette étape de peur de la nouveauté, pour arriver à quelque chose d'utile. Sauf qu'il y a bien sûr un petit bémol, c'est que dans l'histoire du livre de Toby, tout cela, ça arrive grâce à l'ange. Et alors, nos scientifiques sont-ils des anges ou qui est l'ange dans cette histoire? Y a-t-il un ange? Ça, c'est à voir. Ou quelqu'un d'autre qui viendrait récupérer des données pour en faire autre chose. Justement, une des clauses dans la loi, parce qu'il existe dans le monde aujourd'hui une seule loi qui vraiment détermine quelques règles d'utilisation des chatbots. Ça se passe en Californie. Il y a une loi californienne depuis pas longtemps. La loi californienne oblige, ça va pas très loin, ça oblige les chatbots à dire « je suis une machine », ou en tout cas de signaler à l'utilisateur qu'il s'agit non pas d'un être humain qui lui parle, mais pour effacer cette confusion. Je pense qu'il serait peut-être intéressant d'aller plus loin et d'obliger les chatbots à dire « je suis là pour faire ABCD, pour faire quelque chose ». Un chatbot qui commence sa conversation, son dialogue toujours en disant « je suis là pour faire quelque chose ». Est-ce que ça permet de dépasser un tout petit peu la peur? Peut-être. Le risque dont je parlais, c'était plus le stockage des données qui seraient utilisées par autrui pour en refaire quelque chose de nouveau qui serait totalement différent de l'usage d'un chatbot. Il y a toutes sortes de peurs, mais je pense que quand l'utilité est d'abord avérée et puis vraiment ressentie, vécue par l'utilisateur, ces peurs petit à petit disparaissent. Une donnée factuelle, je ne prends pas parti sur la partie théorique, mais sur la partie utilité, aujourd'hui, tous ceux qui l'utilisent en France, Jingo, on a 50% de gens qui sont des promoteurs, qui disent à leurs copains c'est bien, ça m'est utile, mais pour des choses assez bébêtes. 40% qui sont neutres, et puis 10% qui sont détracteurs, qui disent non, j'ai peur, etc. Donc on est quand même plutôt dans une déclaration d'utilité perçue, mais modeste dans l'ambition. Donc ça ne vous présente pas qu'on a HAL à la maison. Hein. Ça, c'est pour Jingo. Mais quand vous pensez à ces pots de fleurs des marques américaines, enfin de plusieurs marques américaines que vous connaissez, il y a des milliards d'utilisateurs aujourd'hui, en tout cas des millions, c'est sûr. Et effectivement, la plupart des gens les utilisent afin de faire quelque chose, afin de commander une pizza. Et ils savent très bien quelles sont les manières d'utiliser ce pot de fleurs intelligent. Ils n'ont pas tellement peur. Oui, ça après, est-ce que les gens ont raison d'avoir peur ou pas? Je pense que c'est encore une autre question. Après, le risque n'en est pas moins réel de hackers ou de gouvernements malveillants qui pourraient récupérer des bases de données. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais peut-être une dernière question. Jusqu'où un chatbot peut satisfaire une demande? Pourrait-il composer une chanson, un poème, en d'autres termes? Est-ce qu'une intelligence peut être créative? Alors, il existe déjà, alors pour le coup, ce n'est pas des chatbots, mais c'est des logiciels d'intelligence artificielle qui vous font des symphonies extrêmement convaincantes et étant amateur de musique, parfois émouvantes, ou qui écrivent des poèmes qui peuvent vous parler. Donc, je pense qu'il existe aujourd'hui des capacités à générer ce genre de capacités créatives. Après, je rajoute toujours, attention, ces machines, elles en génèrent des milliers, ça coûte zéro, hein, des poèmes, vous en avez des kilomètres. Et en fait, la plupart du temps, il y a un être humain qui est arrivé derrière la machine, qui a écouté la symphonie, qui dit « Ah, mais celle-là, elle est vraiment bien ». Et donc, il a l'œil du photographe qui a choisi parmi les milliards de productions plus ou moins oulipesques, celle qui parlait. Et donc, on croit que c'est la machine qui l'a fait. Oui, techniquement, il l'a généré, mais c'est l'humain qui l'a sélectionné. Moi, j'ai même fait cette expérience avec mes étudiants en utilisant un de ces systèmes, GPT-2, donc, qui aujourd'hui est dépassé par GPT-3 de la société OpenAI. J'ai généré sur écran devant une classe plusieurs 4 enfin petits poèmes, 4 lignes de poèmes. Évidemment, la machine ne sait pas ce que c'est qu'un vrai poème. La machine génère quelque chose, comme vous l'avez dit. Et puis, j'ai demandé aux étudiants, est-ce que vous y voyez quelque chose? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pour vous un poème?
Et après plusieurs tentatives, on a trouvé une de ces créations de la machine qui ressemblait à quelque chose de vraiment poétique et de beau. Mais la beauté est dans l'œil de l'homme, elle n'est pas dans la machine. C'est la beauté du cadrage du photographe, quand bien même c'est l'appareil photo qui prend la photo techniquement. Pour terminer, on va juste peut-être faire un dernier tour de table sur des principes éthiques clairs, des choses qu'il faudrait avoir en tête pour les concepteurs, peut-être même pour les utilisateurs. Comment est-ce qu'on avance avec toute cette question donc des agents conversationnels? Comment est-ce qu'on met, quel garde-fou faut-il mettre? Quel est le numéro 1, d'après vous, qu'il faudrait établir pour que la machine reste au service de l'humain? Je vais commencer, ça a été dit par moi et aussi par mon co-intervenant tout à l'heure. La première chose, c'est de réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous développez un projet, commencez à réfléchir aux risques possibles de choses qui se passent mal. D'accord ? Et ça, ça dépend vraiment des sujets, dans un cas médical, dans un cas financier. Et le simple fait d'avoir une discipline de développement et de design qui fait que dès le début, on pense à tous les risques au sens varié, et ensuite on se pose la question de comment on les gère, et donc dans une approche très éthique pragmatique, test and learn. Il y a aussi la question de l'utilisateur. C'est-à-dire que je pense vraiment, parce qu'on est dans un langage qui va interagir avec l'utilisateur, que prendre très tôt, ça c'est la deuxième loi, y réfléchir très tôt, et intégrer très tôt des réactions des utilisateurs dans le processus même de conception. Et peut-être juste pour aller plus loin, réfléchir avec qui et à quel niveau? Est-ce que ça doit rester au sein des concepteurs de l'entreprise, que ça doit être il y a une couche très générale, hein, les travaux qui sont menés par les grandes instances internationales qui réfléchissent à des questions d'éthique en général, ils sont importantes. On pose des problèmes qui sont souvent assez théoriques, mais en même temps ça crée un vocabulaire, ça crée un cadre de réflexion très utile. Après, je crois qu'on doit aller au plus près du terrain. Donc si on est en France pour des Français et faire un nouveau produit et service, on met des designers qui vont réfléchir à ces questions éthiques et qui vont engager la conversation, une vraie conversation d'humain à humain, avec des utilisateurs, partie prenante globale, hein, pas seulement les utilisateurs, ceux qui sont autour, pour détecter les potentiels risques éthiques et d'y apporter remède en y réfléchissant. Alexei ? J'ai déjà parlé de ces 20 questions que nous lançons dans quelques jours et je ne vais absolument pas ni les dévoiler, ni d'ailleurs en choisir une comme la prioritaire. Non, mais je vais en ajouter une 21e qui ne sera pas dans ce texte, mais qui est inspirée, parce qu'encore une fois, nous sommes au Collège des Bernardins, il est inspiré par la pensée éthique de ce grand historien des religions qui était Hans Jonas. Hans Jonas, ou Jonas si vous voulez, disait, attendez, le problème, il y a aussi un problème éthique qui n'est pas le problème du bien et du mal, mais qui est un problème de la vitesse. Et dans une conversation, dans un dialogue, la réaction de l'homme est spontanée, elle est naturelle, elle est pratiquement immédiate. La machine, elle calcule plein de choses aussi très rapidement, mais l'homme réagit spontanément. Et cette réaction spontanée, elle peut être pas du tout rationnelle ou juste, elle est juste spontanée. Il entend tel mot, il pense spontanément à telle chose immédiatement. Et souvent, cette vitesse de réaction humaine, cette spontanéité de la réaction humaine, qui est tout à fait naturelle, je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, mais souvent, c'est elle qui devient aussi une source de tension, une source de problèmes éthiques. Et pour beaucoup de concepteurs des systèmes d'intelligence artificielle en général, et surtout ceux qui travaillent avec le traitement automatique de langue, donc avec les chatbots et les systèmes qui utilisent la langue humaine, pour moi, la grande question, c'est est-ce que j'ai pensé à la différence entre une réaction réfléchie, une réaction rationnelle, attendue, et la première réaction spontanée? Est-ce que j'ai travaillé sur cette question? Merci. Gemma, si vous entendez? Oui, là je vous entends très bien. De ma part, moi je dirais vraiment réfléchir ensemble, vraiment entre la recherche et la pratique, pas uniquement laisser ingénieurs ou designers, mais réfléchir ensemble sur les finalités aussi, pas uniquement dans les moyens et voir quels sont les effets et ce qu'on peut
enlever des effets, des objectifs particuliers qui peuvent être réglés, mais aussi sur les grandes finalités qui vont du coup créer cette habituation, cette domestication qu'on a parlé, de l'humain, cette imitation aussi dans l'interaction entre l'humain et l'IA et les chatbots dans ces cas-là. Je pense vraiment que cette réflexion sur commune, comme on fait dans les départements entre recherche et pratique, et entre finalité et moyen, cette articulation est absolument essentielle pour pouvoir avancer éthiquement. Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces échanges. On a juste l'impression de survoler évidemment le sujet qui est de toute manière qui va être là pendant encore de nombreuses années, il me semble. Donc on aura encore l'occasion d'échanger dessus. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt donc sur le site du Collège des Bernardins et sur les réseaux sociaux.